soir, l'Ombudsman des contribuables canadiens rend public son rapport annuel. Le nombre de plaintes contre l'Agence de revenus du Canada explose en 2023-2024. Nous recevons l'Ombudsman François Boileau. L'écologiste Patrick Bonin fait le saut en politique et compte joindre les rangs du Bloc québécois. Nous nous entretenons avec lui. Et le Nouveau-Brunswick vit à l'heure des élections, analyse des stratégies de campagne et des enjeux avec l'éditorialiste François Gravel. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Ici Catherine Lafrance en remplacement d'Esther Bégin. Bienvenue à l'Essentiel. L'Ombudsman des contribuables, François Boileau, a remis son rapport annuel 2023-2024. Le bureau de l'Ombudsman a reçu pour cette période seulement plus de 2800 plaintes venant de contribuables et 4500 demandes de renseignements. C'est le plus grand nombre de demandes et de plaintes jamais reçues, si on exclut évidemment la période de la pandémie de COVID-19. Le rapport fait plusieurs recommandations pour améliorer l'accès aux services pour les contribuables. Alors, nous recevons l'Ombudsman des contribuables canadiens, François Boileau. Bonsoir, M. Boileau. Bonsoir. C'est quand même assez étonnant, les résultats de ce rapport-là. Vous avez observé, on va reparler des chiffres plus tard, mais d'abord, vous avez observé plusieurs lacunes à l'Agence des revenus du Canada, notamment des retards dans l'allocation pour enfants, des retards dans la réception des avis de cotisation, des retards dans le traitement des plaintes. Est-ce que l'Agence fournit un bon service aux contribuables? Continuez, vous allez bien. Je vous laisse aller. En fait, il faut mettre les choses en contexte. L'Agence traite quand même des millions de transactions année après année. On est beaucoup de Canadiens et Canadiennes à faire des déclarations. Et tous les adultes en principe. Et tous les adultes en principe, effectivement. Et donc, ça fait en sorte que l'Agence traite beaucoup de gens. Cela dit, il y a une insatisfaction qui est grandissante par rapport au centre de contact, ce qu'on appelle là où on téléphone à l'Agence. Les mesures de recouvrement ont recommencé aussi à pleine capacité. Avant, pendant la pandémie, elles avaient été mises de côté. Alors là, ça a recommencé depuis février 2023. Et donc, évidemment, on reçoit plus de plaintes par rapport à ça. Des questions donc de déclaration, des longueurs pour avoir des retours d'impôts, pour poser des questions qui sont pertinentes par rapport à des choses qu'ils voient sur leur déclaration ou sur ce qu'ils reçoivent. Ou encore le traitement des services. C'est censé être 30 jours pour traiter d'une plainte à l'Agence, mais on s'aperçoit que le temps est plus long que 30 jours, et donc ça déborde, ça va jusque chez nous. Ça peut aller à plusieurs mois. Donc, ça dépend des enjeux, là, bien sûr, mais il y a des retards qui sont accumulés, et ça s'en vient aussi chez nous. Et chez nous aussi, on accuse des retards, pour être en toute transparence. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment de ressources à l'Agence? Est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter donc, des gens pour mieux servir les Canadiens, pour faire un peu mieux? Je pense que l'un des enjeux pour l'Agence du revenu du Canada, c'est de mieux communiquer avec les Canadiens et Canadiennes. Ça éviterait peut-être des appels. On a fait plusieurs recommandations dans ce sens-là aussi au cours des dernières années. Il y a eu des améliorations qui ont été faites, mais pas de façon spectaculaire encore. Donc, c'est de travailler en amont pour qu'il y ait moins de plaintes, pour qu'il y ait moins d'enjeux de communication. Parce que ce qu'on retrouve le plus souvent, ce sont des enjeux pas tant de services. C'est rare que les gens, pas c'est rare, ça arrive, là, que des gens vont se plaindre vont se tromper dans le traitement d'un dossier. Ça arrive partout. Mais c'est des enjeux de communication. C'est ça qu'on voit qui est un peu plus fréquent. Et donc, quand il manque de clarté, les citoyens vont se retourner sur le site Web, vont aller vous téléphoner. Et donc, ça crée davantage de ces l'entonnoir, là. Des gens vont se plaindre aussi. Et donc, c'est là que ça accumule davantage. Donc, si l'Agence travaillait mieux pour éliminer les plaintes qui vont potentiellement s'en venir, donc être plus clair dans ses communications avec le client, avec le citoyen, ça va probablement aider à désengorger le nombre de plaintes. Et bien sûr, pour mon bureau, je vous dirais privément là, que, bien sûr, devant la caméra, nos ressources sont insuffisantes en ce moment. Vous voudriez avoir plus de ressources? Je pense que les ministres successifs, là, on a eu la ministre Boutier et la ministre Bibeau maintenant, ils ont fait un bel effort pour nous donner des ressources additionnelles dans le contexte budgétaire que l'on connaît.
Mais c'est quand même insuffisant dans la mesure où on accumule maintenant, on a un arrérage de plus de 500 dossiers. Et sur notre propre site Internet, on a une bannière qui indique clairement aux citoyens qui font des plaintes chez nous qu'on ne pourra pas vous traiter. On est rendu à la semaine du 8 au 12 juillet 2024. Donc, on accumule presque 3 mois de retard nous-mêmes. Mais au moins, on est transparent. On essaye de montrer l'exemple par rapport à ce qui doit être fait, mais on est en retard. Je ne peux pas demander aux employés chez nous, on est 35 là, dans notre bureau, de faire temps supplémentaire par-dessus temps supplémentaire. Il y a une limite à ce qu'on peut faire. Et même si on a réussi à garder notre monde, quand même, on a un bon taux de rétention, ça fait en sorte qu'il y en a qui partent, des fois, et il faut former ces gens-là. On ne peut pas prendre des appels là, de façon comme ça, là, puis juste, oui, on va répondre à votre dossier immédiatement. Il faut former ces gens-là. Donc, ça prend du temps, des ressources. Bien, évidemment, cette accumulation chez vous a à voir avec le nombre de plaintes. Oui. Et donc, exception faite de la pandémie, on l'a dit en introduction de cette entrevue, exception faite de la pandémie, qui était une période évidemment hors norme, comment ça se fait qu'on arrive à autant de plaintes maintenant? Parce qu'il y a eu la période pré-pandémie. On est un peu revenu à la période pré-pandémie, sauf que les plaintes, là, ont explosé. Comment vous expliquez ça? En raison de la pandémie, on a été plus connus, d'abord. Le bureau de l'Ombudsman des contribuables, entre vous et moi, pas grand monde connaissait ça. Là. Même dans ma propre famille, ils ont encore de la misère à comprendre où est-ce que je travaille. Là. Donc, c'est encore une idée qui est un peu obscure. Mais à force d'aider les citoyens, surtout pour les traitements de demandes urgentes, parce qu'on a eu tellement de demandes urgentes pendant la pandémie, que ça a continué. Donc, ça fait en sorte que les gens, j'imagine, font du bouche à oreille, le mot se passe, que l'on existe, qu'on peut faire une différence dans la vie des gens. Donc, on reçoit davantage de plaintes. Les gens font leur propre recherche également. Plus d'entrevues, plus de visibilité, ça accroît la visibilité de notre bureau. On est en train de vous créer un nouveau problème. Là. Oui, c'est mais ça c'est pas celui des gens, c'est le mien. Et est-ce que le type de plainte est différent également? C'est que les plaintes sont de plus en plus complexes. Avant, quand on avait des plaintes par rapport qui étaient urgentes, c'était des demandes de validation, par exemple, de la même journée. Bon, on a fait une recommandation là-dessus, puis là, c'est entré en vigueur au cours des derniers mois. Il y a un nouveau service de l'agence qui permet de faire une identification, une vérification de son identité la même journée. Avant, il fallait poster, attendre que Post Canada nous envoie un code, on prenait le code, on téléphonait à l'agence pour comme s'assurer qu'on était la bonne personne. Maintenant, on peut travailler avec un nouveau système informatique qui est très sécuritaire et qui fait en sorte qu'on peut être identifié la même personne. Bon, ça, on a réglé cet aspect-là, bravo. Mais alors, ça, c'était des plaintes qui étaient relativement faciles et rapides à régler. Mais là, on a des plaintes qui sont complexes. Les gens font confiance davantage et ils s'attendent donc à des services qui sont en cohérence avec ce qu'on peut offrir. Est-ce que les nombreuses fraudes qui existent viennent jouer, ont un rôle à jouer dans tout ça, non? Oui, pas chez nous. Les gens se plaignent ailleurs? Oui, il y a une agence, il y a une section de l'agence qui traite de ça et qui travaille aussi en collaboration avec d'autres paliers, d'autres divisions du gouvernement du Canada. Donc, ça, c'est moins chez nous, c'est des questions de fraude, sauf si on va s'apercevoir qu'un dossier a été traité, qu'un Jocelyn Tremblay, je m'excuse pour tous les Jocelyn Tremblay de la planète, mais que Jocelyn Tremblay se demande pourquoi est-ce qu'il a été ciblé, alors qu'un autre Jocelyn Tremblay qui devrait avoir été ciblé ne l'a pas été. Bon. Alors, vous faites 3 recommandations majeures, 3 recommandations principales. S'il y en avait juste une que ces questions-là. à respecter, ça serait laquelle? Je pense que je vais y aller avec celle qui concerne le programme communautaire de bénévoles en matière d'impôts et de le rendre permanent. Parce que c'est un projet pilote sur 3 ans qui a été... on avait fait la recommandation l'an dernier pour que ça continue. Ça continue pour une autre année, donc pour une 4e année. Mais on le voit, là, l'importance de ce programme-là, c'est pour aider des organismes qui, eux, aident des gens qui sont dans le besoin et qui profitent de ce programme-là pour faire leur déclaration par ces organismes-là, et ce, gratuitement.
Et donc, ça aide beaucoup, beaucoup de gens. Vous savez, là, faire une déclaration, ça peut être long, ça peut être ardu, ça peut être complexe. Et donc, d'avoir des organismes à but non lucratif qui viennent aider ces gens-là, d'autant qu'on a fait une autre recommandation qui est liée à celle-là et qui fait en sorte que les changements vont être faits dès février 2025, où les gens qui travaillent à l'économie et à la demande, ce qu'on appelle le gig economy, vont pouvoir maintenant bénéficier en autant que leur dossier soit simple, vont pouvoir aussi bénéficier de ce programme de PCBMI, une autre recommandation qu'on avait faite. Donc, j'ai fait un 2 sur 1. Vous avez eu droit à 2. J'ai eu droit à 2. En terminant, comment est reçu votre rapport généralement? Est-ce qu'il est déposé sur une petite tablette ou on l'étudie sérieusement? Je pense qu'on l'étudie sérieusement, dans la mesure où la ministre prend le temps d'analyser, voir les réponses qu'ils vont donner. Comme là, en ce moment, sur les 3 recommandations, les 3 ont été acceptées, mais une en principe. Mais quand on regarde dans le détail, je me dis, j'ai encore des discussions à avoir avec l'agence. Et tout ça, c'est transparent. On a une page Internet, Influencer le changement, qui fait en sorte que les gens peuvent se retrouver, voir nos rapports, voir les recommandations, voir les plans d'action de l'Agence du revenu par rapport à ce que nous avions recommandé. Et on en parle même dans notre rapport annuel. On fait un suivi sur nos recommandations de l'année précédente pour nous assurer qu'on fait un topo en toute transparence pour que l'agence, c'est mon rôle aussi de tenir une certaine flamme en dessous du siège. Merci, M. Boileau, d'avoir répondu à nos questions. Mon grand plaisir. Bonne soirée. Alors, des finances personnelles, passons aux finances du pays et même des différents pays dans le monde. Nous nous sommes entretenus avec le sénateur et économiste Clément Gignac un peu plus tôt. Nous vous présenterons cette entrevue plus tard cette semaine, mais en voici un extrait pour l'instant. Le Fonds monétaire international dit que les pays, et ça c'est intéressant, ont tendance à dépenser plus pendant les années électorales. Est-ce que vous pensez que ce sera le cas du Canada? Parce qu'on va y arriver à des élections tôt ou tard. Bien, je pense que c'est déjà le cas. Quand on regarde, là, si on regarde, exemple, on étudie au Sénat ces jours-ci un nouveau projet qui est un programme d'assurance médicaments qui va coûter, selon moi, au minimum 4 milliards dans les 5 prochaines années. On a eu aussi des soins dentaires. La fonction publique a cru d'une façon importante au Canada depuis 3-4 ans. Donc, on est déjà un petit peu ça. Évidemment, avec les élections, dans un contexte de gouvernement minoritaire, avec le Bloc québécois qui a sa liste d'épicerie, avec le NPD qui a sa liste d'épicerie si le gouvernement veut rester au pouvoir, c'est difficile de penser qu'on va avoir de l'austérité à Ottawa dans le contexte actuel. Est-ce que c'est pourtant ce que vous recommanderiez à Ottawa? Bien, le mot austérité, c'est un grand mot, mais ça prend de la discipline quand même. Exemple, assurance médicaments. Au Québec, on a notre propre régime d'assurance médicaments avec plus de 8000 médicaments qui sont couverts. Tout le monde est couvert au Québec. Je comprends que dans le reste du Canada, c'est différent, qu'il peut y avoir de l'appui sur ça, mais il faut s'assurer que le taux de croissance de nos dépenses revienne beaucoup plus en ligne avec le taux de croissance de l'économie. Parce qu'à court terme, l'économie va quand même bien et c'est pour ça qu'on a réussi à maintenir le déficit autour de 40 milliards, mais il faudra faire attention parce que sinon, aussitôt que l'économie ralentirait aux États-Unis, par exemple, on pourrait avoir le déficit ou la dette qui se met à réaccélérer de nouveau. Laissons-nous là-dessus. Merci, M. Gignac. Au plaisir. Au plaisir. Après la Colombie-Britannique hier, nous nous intéressons à la campagne électorale provinciale au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, le scrutin aura lieu le 21 octobre et 3 partis s'affrontent. Le premier ministre sortant, Blaine Higgs, était à la tête d'un gouvernement conservateur majoritaire. Un seul député francophone a été élu sous la bannière progressiste conservatrice. Alors, pour parler des enjeux de cette campagne, je reçois François Gravel, éditorialiste au journal L'Acadie Nouvelle. Bonsoir, François. Bonsoir, merci de l'invitation. D'abord, c'est intéressant d'analyser la stratégie des différents partis parce qu'elle est différente, justement. Les libéraux et les Verts sont en mode promesse, les conservateurs sont en mode critique. Alors, qui a la meilleure stratégie de campagne? C'est certain que cette stratégie du Parti libéral et du Parti vert leur permet d'occuper le terrain. En gros, tous les jours, le Parti libéral et le Parti vert font un arrêt et dénoncent le bilan du gouvernement progressiste conservateur sur un enjeu, que ce soit la santé, par exemple, ou encore le coût de la vie. Et font ensuite un engagement, une proposition. Et plus tard dans la journée, le chef du Parti progressiste conservateur, Blaine Higgs, réagit en dénonçant la promesse des partis qui formaient l'opposition.
au déclenchement des élections. Le Parti conservateur, lui, a fait une seule et unique promesse. Et cette promesse-là est quand même importante. Ils veulent réduire de 2 points de pourcentage la taxe de vente harmonisée. Ça, c'est l'équivalent de la TPS et d'une taxe de vente provinciale qui ont été fusionnés ensemble. Donc, ça s'appelle la TVH. Et c'est une promesse importante. On parle de plus de 1,5 milliard de dollars en valeur, cette diminution-là, si elle devait être appliquée. Une promesse qui est plus coûteuse que toutes les promesses du Parti libéral au complet, quand on les comptabilise ensemble, et qui est dépensée, bien sûr, par les autres partis. Donc, c'est comme ça que la campagne se passe présentement, et c'est un défi audacieux des progressistes conservateurs, parce qu'ils sont l'un des partis, en fait, ils sont le parti qui ont le taux de popularité, le gouvernement de le taux de popularité par rapport à ses accomplissements est le plus faible au Canada. Et pourtant, ils font campagne en disant nous dénonçons les promesses des autres partis, fiez-vous à notre bilan. Oui, bien justement, on va en revenir, on va parler des années au pouvoir du gouvernement, c'est intéressant. Mais entre-temps, il y a les conservateurs et les libéraux qui promettent d'équilibrer le budget. Est-ce qu'on sait exactement comment ils vont y arriver? Ça, c'est la grande surprise de cette campagne électorale-là. On a un gouvernement qui a réussi qui a réalisé des surplus budgétaires majeurs pendant tout son mandat, qui se vante d'être le parti qui peut équilibrer les livres, et pourtant qui vient de faire, comme je viens d'expliquer, une promesse extrêmement coûteuse et qui est incapable de dire de façon vraiment crédible comment il va s'y prendre pour réussir à équilibrer les livres malgré cette perte de revenus majeure qui est prévue. Et de l'autre côté, on a le Parti libéral du Nouveau-Brunswick qui, lui, promet aussi d'équilibrer les chiffres. Ce parti est dans une position où il est comparé avec le gouvernement fédéral de Justin Trudeau, avec ses méga déficits majeurs, qui est comparé avec les administrations libérales précédentes, dont celle du premier ministre Brian Gallant, qui a réalisé des déficits budgétaires importants aussi. Donc, on s'attendait à avoir un plan vraiment économique, un cadre financier solide, inattaquable, et ce n'est pas ça qui est arrivé. Il y a eu ce qu'on considère être une erreur importante. Des calculs ont été comptabilisés à 2 reprises, ce qui fait que cette promesse, cet engagement d'équilibrer les livres ne semble pas aussi solide que ce que les libéraux le promettent. Le seul parti, en fait, qui promet, lui, qui est prêt à faire un déficit budgétaire et qui le dit ouvertement, c'est le Parti vert. Il promet, en gros, un engagement générationnel de presque 1 milliard de dollars sur 4 ans en santé, et il dit que cet engagement-là, il va avoir lieu, peu importe si le gouvernement se retrouve ou non en déficit budgétaire. Alors, dans une campagne, on le sait, il y a des moments importants, des moments décisifs, parfois des moments qui font basculer une campagne même. Dans celle-ci, est-ce que ça a été le débat des chefs? Oui, certainement. Le débat des chefs n'a pas été un moment où il y a eu un grand chaos, une victoire décisive de participants sur les autres, mais pour la chef Susan Holt, la chef libérale, c'est un moment extrêmement important parce que même si ça fait déjà 2 ans qu'elle est chef du parti, beaucoup de gens ne la connaissent pas. Beaucoup de gens ne savent pas qui elle est. Beaucoup de gens s'interrogent à savoir si elle est vraiment première ministrable, dans le fond. Et le débat a été l'occasion pour elle de se distinguer de ses adversaires. Pour la première fois, elle était sur la même scène, avec Blaine Hicks d'un côté, avec David Coon du Parti vert de l'autre. Et elle a beaucoup mieux fait que ces 2 personnes-là qui ne sont pas de très bons débatteurs, honnêtement. Et Mme Holt, au contraire, c'est bien débrouillé. Donc, je ne dis pas qu'elle a remporté une victoire décisive sur tout le monde, mais beaucoup de gens l'ont découvert, dans le fond, pour la première fois. C'est ça qu'elle devait accomplir. Donc, un moment important. Est-ce que ça va suffire pour la faire voguer vers la victoire? Je n'irai pas jusque-là. On verra ce qui nous attend dans les dernières semaines de la campagne. Mais un moment important, certainement, pour sa campagne à elle. Elle ne devait pas rater son entrée au débat et elle a bien réussi son rôle. Quels sont les enjeux, les sujets les plus porteurs pour les candidats? Les 2 principaux partis qui veulent déloger le Parti progressiste conservateur du pouvoir, donc le Parti libéral et le Parti vert, ont identifié la santé. C'est là-dessus sur lequel ils misent. J'ai rencontré, moi, la chef libérale Susan Holt et le chef du Parti vert, David Coon, en rencontre éditoriale ici même dans les bureaux de l'Acadie Nouvelle. Je leur ai demandé c'est quoi le jour 1 d'un gouvernement vert ou libéral, qu'est-ce qui va changer, et les 2 ont identifié immédiatement la santé. Ce n'est pas une surprise, on en parle à tous les jours. Au Nouveau-Brunswick, il y a eu des enjeux majeurs, des services d'urgence qui ont fermé, des infirmières itinérantes d'agences privées qui ont été embauchées à coût de centaines de dollars de l'heure. Donc, un enjeu très important.
Le Parti progressiste conservateur, par contre, lui, insiste beaucoup sur sa promesse de la TVA. C'est ce qu'il tente d'imposer comme enjeu. C'est sûr, d'ailleurs, il y a une fois, la promesse a été inscrite sur l'autobus de campagne du parti. Mais jusqu'à maintenant, c'est beaucoup la santé. Et aussi, je vous dirais, outre bien sûr le bilan des conservateurs, à savoir si les gens sont satisfaits ou non, la question du coût de la vie. Beaucoup de promesses en ce sens-là, plafonnement des loyers, réduction de la taxe sur élimination, supprimer la taxe sur l'électricité et bien sûr l'impôt foncier, forte hausse un peu partout. Donc, des enjeux qui touchent directement le portefeuille des gens. Bon, la lutte est serrée, difficile de dire qui va remporter cette élection. Comment risque de se comporter l'électorat francophone en particulier? Oui, effectivement, lutte très serrée. Si vous me demandez aujourd'hui une prédiction, je serais incapable de vous dire qui va gagner cette lutte-là. Les libéraux ont une courte avance dans les sondages, mais pas assez pour qu'on puisse leur annoncer de la victoire. Par contre, dans les régions francophones, là, c'est autre chose. Les libéraux sont très forts. Le Parti vert peut espérer aussi faire des gains. Le Parti progressiste conservateur, surprenamment, étonnamment, a identifié 2 ou 3 sièges où il rêve de réussir une percée des candidats forts. Est-ce qu'il va y arriver? Ne sait-on jamais. Mais à la base, c'est sûr que les relations entre les Acadiens et le Blaine Higgs, le premier ministre, ont toujours été très froides, très mauvaises. Ça va se refléter dans le vote acadien, très certainement. Bon, alors, on en saura plus très bientôt parce que ça s'en vient quand même, cette soirée électorale chez vous. Merci d'avoir analysé tout ça pour nous ce soir. Merci bien. Oui, au plaisir. Et Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a réagi aujourd'hui à la candidature de M. Bonnet. Je connais très bien Patrick Bonnet, on a travaillé ensemble pendant longtemps. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et je pense que d'avoir une personne de plus qui sera éventuellement peut-être élue ici à la Chambre des communes, qui se préoccupe de l'environnement et des changements climatiques, on en a besoin. Surtout devant les mensonges répétés des conservateurs sur la question climatique, sur les questions environnementales. Je ne partage pas, évidemment, ces vues sur la séparation du Québec du Canada et cette idée de penser un peu magique qu'un Québec souverain serait plus vert. Le Québec consomme aujourd'hui autour de 360 000 barils de pétrole par jour. Demain matin, un Québec souverain consommerait 360 000 barils de pétrole par jour. L'écologiste Patrick Bonnet sera candidat à l'investiture pour le Bloc québécois dans la circonscription de Repentigny aux prochaines élections. Le parti en a fait l'annonce officielle ce matin. Patrick Bonnet quittera donc ses fonctions de porte-parole de Greenpeace Canada, poste qu'il occupait depuis une douzaine d'années. Alors, comment compte-t-il faire la transition vers la politique active? Nous allons lui poser la question à l'instant. Bonsoir, M. Bonnet. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé d'abord à faire le saut en politique? Vous connaissez mon engagement, évidemment, environnemental et par rapport à la crise climatique. Maintenant, ça s'intensifie. On le voit aujourd'hui avec l'ouragan Milton. On l'a vécu au Québec avec les inondations, avec les feux de forêt récents. Et clairement, selon moi, on a un potentiel au Québec de devenir un exemple, un modèle dans le monde, un modèle de transition verte. Et actuellement, le plus grand problème, c'est très clairement l'État pétrolier canadien, le gouvernement fédéral qui ralentit le Québec. Et pour moi, c'est donc important d'avoir la chance d'avoir un bloc très fort qui représente les intérêts des Québécois, Québécoises, qui ont la valeur environnementale à cœur. Et c'est ma prochaine mission, tout en évidemment représentant les électeurs, électrices de Repentigny dans la circonscription dans laquelle je me présente et de laquelle je suis natif d'ailleurs. Mm-hmm. Vous n'étiez pas intéressé par la politique provinciale à ce moment-là? C'est toujours une question de conjoncture, évidemment, lorsqu'on a une position de porte-parole pour une organisation pan-canadienne environnementale. Lorsqu'on décide de faire le saut en politique, c'est une décision réfléchie quand même. Et actuellement, il y a une situation où Monique Posé, la députée actuelle de la circonscription de Repentigny, a annoncé qu'elle n'allait pas se représenter aux prochaines élections. C'était hier. Mm-hmm. Et pour moi qui viens de Repentigny, pour moi qui est souverainiste, pour moi qui a à cœur les intérêts du Québec et qui pense que le Québec peut aller beaucoup plus loin, plus fort, c'était une logique d'aller à Ottawa, de se présenter, de porter cette voix forte et surtout de s'assurer qu'on soit capable de démontrer qu'au Québec, oui, il y a une fierté par rapport à l'électricité renouvelable, par exemple, par rapport aux mobilisations qu'on a eues avec le Québec, qui est une des seules nations dans le monde qui a décidé d'interdire l'exploration et exploitation pétrolière et gazière en raison de mobilisations
énorme qu'on a vu à travers les années. Et c'est donc une suite logique parce que je pense qu'il faut travailler à tous les niveaux. Il faut travailler le plus possible de manière non partisane quand on parle de la crise climatique parce que les enjeux sont beaucoup plus grands que les intérêts des partis. Et c'est ça pourquoi je me suis dit, je pense que j'ai une belle occasion, il y a de l'effervescence. Je connais François Blanchet, le chef du Bloc, depuis 20 ans. On a eu des discussions et pour moi, c'est essentiel d'avoir un bloc fort et de collaborer autant avec les provinces et les municipalités que les autres partis. Et c'est mon intention lorsque je me présente en politique maintenant. C'est pas toujours facile pour les écologistes de passer de militants politiciens. Évidemment, la politique, forcément, c'est des compromis, c'est des alliances. Alors, est-ce que vous vous attendez à une arrivée, un atterrissage, disons, difficile? Je suis plutôt en mode collaboration, en ce sens que l'idée, c'est qu'on a une transition urgente à faire, que pour y arriver, il va falloir que les gens se parlent, qu'on travaille ensemble, qu'on sorte des lignes partisanes, qu'on développe ces consensus-là, qu'on soit capable de voir, oui, que si on n'agit pas plus rapidement, si on ne se libère pas rapidement du pétrole et du gaz, on fera face à une société dans laquelle il sera essentiellement invivable. Donc, si on parle d'une question de survie de l'humanité, la manière d'y arriver, de faire cette transition-là, c'est de développer les consensus, c'est d'établir des ponts. Travailler de concert, c'est de planifier et ne pas subir cette transition-là. Et pour moi, le Québec est très bien placé pour devenir un modèle, même pour tirer le Canada vers le haut et faire en sorte qu'on développe vraiment un projet de société porteur dans lequel les gens vont se retrouver, vont embarquer et vont comprendre aussi que d'un point de vue social, environnemental et économique, on a tout à gagner à faire cette transition-là plus rapidement que possible. Mais actuellement, avec le gouvernement fédéral, avec la proposition des autres partis au niveau du gouvernement fédéral, ce qu'on voit, c'est une économie basée sur le pétrole. Ce sont des subventions à hauteur de 10 milliards de dollars encore à chaque année pour le pétrole et le gaz. C'est encore des banques canadiennes qui ne sont pas régulées, qui sont parmi les pires dans le monde et qui utilisent tout cet argent-là. Et on parle quand même de plus de 1000 milliards de dollars depuis 2015. 1000 milliards de dollars que les banques canadiennes ont investi pour soutenir le développement des hydrocarbures, alors qu'il faut investir dans les solutions qui manquent criamment de besoins, que ce soit les transports collectifs, l'isolation des maisons, que ce soit l'électrification des industries, des PME, changer l'agriculture. Donc, il y a une panoplie de solutions qui actuellement ne sont pas développées parce qu'il y a un manque de vision de la part des autres partis fédéraux. Et pour moi, le Bloc s'insère justement dans ce renouveau, dans cette vision convaincue. Et l'idée, c'est de contribuer avec mes autres collègues qui sont bien ancrés partout à travers le Québec pour qu'on ait des consensus et qu'on les fasse avancer le plus rapidement possible. Merci beaucoup, M. Bonnet, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Au plaisir, bonne soirée. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 9 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Ici Catherine Lafrance, en remplacement d'Esther Bégin. Je vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Bonne fin de soirée. À demain.